Rémi, bienvenue à l'épisode 6 de ce podcast Calme-toi, les OBNL changent le monde. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi, maître, de l'invitation. Puis bonjour. Bah écoute, on est aujourd'hui début décembre. On va essayer de faire quelque chose dans le lien avec les fêtes, dans le lien avec l'environnement dans lequel on est en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer de quel organisme tu viens nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je viens de vous parler de Cyclo Nord-Sud. Cyclo Nord-Sud, c'est un organisme qui a déjà 26 ans, qui à la base était fondé par Claire Morissette. Donc Claire Morissette, qui est reconnue comme une des grandes Montréalaises. Le nom de la piste cyclable sur Maisonneuve s'appelle la piste Claire Morissette. Ok. Elle est connue notamment pourquoi Claire Morissette. Tout d'abord parce qu'elle faisait partie des gens du monde à bicyclette qui, il y a plus de 50 ans, justement, se battaient pour la place du vélo à Montréal, mais elle le faisait de manière poético-vélorutionnaire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à 50 ans, c'était un des premiers groupes qui rassemblait et francophones et anglophones, quoi. Oh. Puis tu vois, juste pour un des exemples de dire qu'ils y allaient avec de l'humour, on ne pouvait pas traverser le fleuve en vélo. Ils sont allés déguisés en Moïse au bord du fleuve en disant on n'arrive pas à couper le fleuve en deux, on peut vraiment pas y aller en vélo, quoi. C'était ce genre d'approche-là par l'humour. C'est aussi Claire Morissette, elle a aussi fondé Communauto à Montréal. Ah, intéressant. Ouais. Et j'aime beaucoup ce lien-là de réexpliquer que c'est pas le vélo pour le vélo, c'est toutes des approches qui, au service de quelle ville, de quel environnement dans lequel on souhaite vivre, quoi. Mm-hmm. Au final, le cyclo... rappelle-moi le nom ? Cyclo Nord-Sud. Cyclo Nord-Sud. Cyclo Nord-Sud, votre mission à proprement dit aujourd'hui, tu me dis ça fait 26 ans, vous existez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 26 ans ? Alors à la base, c'était beaucoup des gens qui se réunissaient, et qui récupéraient des vélos dans le sous-sol d'une église et qui les envoyaient dans des pays en voie de développement, en disant qu'il y avait besoin de vélos dans ces pays-là. Après, ça a pris un peu d'ampleur. Il y a eu une organisation avec quelques employés, payer un local, avoir des financements, ou principalement une mission de coopération internationale. Mm-hmm. Où il y avait certains pays où c'était principalement de l'envoi de vélos, toujours avec des partenaires locaux, mais il y a aussi des partenaires comme Écho de la jeunesse au Togo, où il y a un projet qu'on appelle Mécano, où en fait il y a un centre de formation. Donc avec notre partenaire, on a mis en place un centre de formation où il y a des jeunes déscolarisés qui viennent suivre un parcours de 3 ans de mécanique vélo, entrepreneuriat et français. Le français est la langue officielle, mais pas nécessairement la langue maternelle, qui est le EV. Et donc il y a qui est reconnu par l'État, ce diplôme-là, quoi. Donc, l'idée aussi, c'est comment le vélo peut être un prétexte aussi à développer des compétences. Et puis aussi, le tout, c'est pas juste d'envoyer des vélos, c'est comment on suit l'entretien et on fait perdurer la vie du vélo, quoi. Okay. L'idée, c'est pas devenir un transmetteur de vélo type fast fashion, c'est qu'on en prenne soin, puis qu'est-ce que ça crée aussi comme compétence, puis qu'est-ce que ça peut créer sur la vie des gens. Complètement. Puis l'impact direct dans les pays en voie de développement, c'est beaucoup accès à la santé, donc de pouvoir avoir accès au système de santé, accès à l'éducation. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Togo en 2023. Tu arrives dans des villages de brousse où tu es reçu comme un officiel, quoi, vraiment, avec des célébrations, des fêtes. Parce qu'en fait, les enfants, ils vont à l'école à 4 km. Mais ils n'ont pas école entre midi et 3. Donc, ça fait qu'ils font 4 fois l'aller-retour dans la journée, 2 fois l'aller-retour, 4 trajets dans la journée, et qui fait 90 km dans la semaine. Donc, 90 km en vélo ou à pied, tu n'as pas la même forme, ou en tout cas la même état de fatigue et de concentration à l'école là-dessus. Donc, vraiment, sur la réussite scolaire, super important. On a aussi des cas de partenaires qui nous ont dit des filles dans des endroits où il y a quand même malheureusement des enjeux de viol, que le fait d'être en vélo aussi, tu étais... plus safe. Plus safe, exact. Ah. Donc, et on le sait très bien que l'éducation est un des premiers facteurs de réussite, aussi d'autonomisation des femmes, et que c'est les égalités hommes-femmes aussi, ça joue beaucoup sur la démocratie, quoi. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça qui se joue, et aussi un aspect autonomisation des femmes directes, où avec un partenaire qui a une usine de noix de cajou bio, qui emploie 800 femmes, aussi... En gros, les femmes, elles sont payées quand elles vont travailler. Mmh. Donc aussi, de donner accès à un vélo, ça leur permet d'aller travailler plus souvent. C'est des femmes beaucoup des femmes monoparentales, ouais. Et donc de générer des revenus pour pouvoir avoir plus d'autonomie.
Donc, les impacts du vélo, beaucoup à l'international, autonomisation des femmes, éducation, santé, et puis démocratie, puis égalité des chances, quoi. Ouais, c'est juste avec un vélo, quoi. Enfin, Ouais. Et puis c'est souvent le dans des vélo. pays comme ça, nous ici, un vélo, c'est une personne, hein. Souvent là-bas, c'est un vélo, plusieurs personnes. Ah, c'est important à le noter aussi, Ouais. complètement. Ok, donc aujourd'hui, Cyclo, vous êtes sur quels aspects, en tout cas, tu me dis, vous étiez à l'international, vous êtes basé en ce moment à Montréal-Nord, c'est ça? Saint-Michel. Saint-Michel. On n'est pas loin, mais c'est Ouais. Saint-Michel, le quartier près du Cirque du Soleil. Oui, et c'est ça. Donc Saint-Michel, merci. Donc ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on s'est rendu compte un peu vers 2018-2019, Saint-Michel, un des quartiers les plus défavorisés au Canada, où je ne sais plus le statistique exact, mais environ 85-90% des déplacements de moins de 5 km se font en voiture, Ok. sachant que même selon CA, une voiture, c'est minimum 13 000 $ par année. On s'est dit, tu sais, est-ce qu'on ne peut pas proposer d'autres solutions que la voiture? Le but, c'était de proposer, pas d'imposer. Donc là, on a commencé à créer des programmes un petit peu de donner accès au vélo, donner accès aux réparations de vélos, dans un programme qu'on appelle Vélorussion. Donc ça arrivé aussi en 2018-2019, qui arrive au même moment avec beaucoup de coupures fédérales puis provinciales de la coopération internationale, Ouais. où on n'a plus eu de financement à l'international. Ok. Ce qui fait qu'aussi, début 2020, en fait, on n'était pas en faillite juridique, mais on était en faillite où on commençait l'année avec un endettement de 35% et pas de revenus possibles, quoi. Oh, c'est pas rien, ça. Et puis, tu sais, même si tu jusque-là, moi, j'étais bénévole sur le CA avant. On avait eu des enjeux aussi de direction à ce moment-là. J'ai accepté de prendre le mandat de la directrice qui est en congé maternité pour 6 mois. Ok. Ça, c'était janvier 2020. Le 10 mars 2020, je prends la décision sur 6 employés d'en garder 2. Le 13 mars 2020, il y a les annonces de Covid. Et en même temps, ça nous a permis de tout ce qui s'est passé là, de stopper, de cesser plein d'activités qu'on essayait de garder pour vivoter. Vu qu'on manquait d'argent de projet, tu sais, on essayait toujours d'avoir plein d'argent de vivoter. En tout cas, d'essayer de générer de revenus de vivoter. Et ce qui fait aussi, quand tu fais ça, c'est que tu peux pas construire des choses. Tu as ce coût d'opportunité-là aussi. Pendant que tu vivotes, tu construis pas. Et là, ça nous a permis de mettre pause et puis de penser à vraiment ce qu'on voulait construire, quoi. Et puis, tu sais, il y a je pense que c'est l'idéogramme chinois qui dit dans crise, il y a danger et il y a opportunité. Donc, on a eu la chance de pouvoir en faire une opportunité, de pouvoir se reconstruire, de revenir à zéro d'endettement et puis de miser beaucoup sur le bénévolat, de construire du bénévolat qui est au cœur de notre communauté. Aussi, on a pu, en avril 2021, on a rassemblé des bailleurs de fonds, des bénévoles, le CA, puis on a fait un processus de Simon Sinek, tu sais, Find Your Why, trouver votre raison d'être. Ah, ouais. Et que là, justement, à ce moment-là, la mission a été clarifiée comme revaloriser des vélos pour transformer des vies dans l'espoir d'un monde plus juste, plus vert, plus inclusif. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est vraiment le vélo au service de l'environnement et de l'égalité des chances. C'est pas une petite masse à faire, ce que vous avez fait là? Ouais, on a eu la chance aussi justement d'être accompagné avec un psychologue organisationnel qui est venu à titre bénévole. Ouais. Puis je pense que c'est la chance qu'on a en travaillant dans des OBNL. On peut aller chercher des ressources bénévoles ou pro bono, le monde que tu veux, mais tu sais, puis des gens qui vont venir travailler avec nous. Qui vont s'impliquer, quoi. Ouais. Ils veulent pas travailler pour Cycle Nord-Sud, là, ils sont avec, tu sais, donc... et des gens qui viennent faire des propositions, de dire, tu sais, je pourrais vous donner un coup de main là-dessus, tu sais, ce qui fait go. C'est fou. Tout comme aujourd'hui, tu sais, que tu nous contactes en disant, hey, tu sais, j'ai envie de collaborer avec, c'est une opportunité. Donc, on a cette capacité aussi de pouvoir réagir vite avec les forces en présence, quoi. Écoute, merci de me donner ce pouce-là, parce que ça nous amène sur la deuxième petite question que j'ai en tête. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du public que vous desservez en ce moment. Est-ce que vous êtes que sur Saint-Michel? Est-ce que vous êtes à travers la ville de Montréal? Le public, donc, avec une mission d'égalité des chances, l'idée, on va... Alors, je ne sais pas c'est quoi les termes exacts et appropriés aujourd'hui. Population défavorisée, vulnérable. Dans tes mots. On va essayer d'outiller ces gens-là pour développer de l'autonomie, du pouvoir d'agir, quoi. Okay. Donc, c'est sûr qu'on a commencé pas mal avec Saint-Michel parce que c'était le quartier où on était géographiquement pour des raisons plus simples. Depuis 6-7 ans aussi, on travaille beaucoup avec Côte-des-Neiges, NDG, où il y a un super partenariat, il y a des organismes communautaires super engagés. Parce que ça, c'est un point important. Tu sais, nous, on a ces connaissances-là autour du vélo.
Mais c'est pas nous les organismes de terrain. C'est pas nous qui avons ces connaissances-là, Ça, ces c'est intéressant. compétences-là. Donc c'est toujours aussi le réfléchir, c'est quoi notre valeur ajoutée propre, quoi. Puis Mmh. avec, c'est quoi les forces en présence. Donc là, il y a des super partenaires à Côte des Neiges NDG. Puis depuis l'année dernière, on a développé aussi pas mal d'activités aussi autour de la couronne montréalaise. OK. Euh, dans nos activités qu'on appelle Vélorussion, donc les activités d'accompagnement au développement de la culture vélo. Mais aussi, on a à Québec un comité bénévole qui œuvre depuis 6 ans maintenant, et tu vois, qui revalorise entre 700 et 1000 vélos par année, qui redistribue à des organismes communautaires locaux. Mmh. Donc on a ça, puis on a aussi des projets travailleurs migrants, donc d'outiller les travailleurs migrants qui travaillent dans les fermes en région, justement, pour qu'ils puissent sortir d'une forme d'isolement, aller faire les courses, mais aussi aller rencontrer des gens, tu vois. C'est pas Donc là, rien ça, hein? donc là, si tu veux, on est dans plein de régions. Puis pour la statistique, on est même aux îles de la Madeleine. Tu vois. Oh Donc, boy! Mais enfin, je trouve ça full intéressant à quel point, vous avez comme créé plein de ramifications. Vous avez vu qu'à un moment, ça a peut-être moins bien marché parce qu'il y a un contexte aussi mondial qui fait que, bah, vous vous êtes un peu ramené à vous-même en disant: «OK, maintenant, voici le contexte, le nouveau contexte». Comment vous avez fait pour, moi, je trouve ça full intéressant et pertinent de se dire, en tant qu'entreprise de l'économie sociale et au BNL, parce qu'on n'est pas juste au BNL, enfin même au BNL, c'est une entreprise hein, à gérer, pas tant que je l'apprends, mais vous, peut-être qui écoutez. L'idée, moi je trouve ça super pertinent, puis c'est pour ça que je me permets là, de prendre une petite pause, c'est à quel point c'est important de ralentir, puis de se recentrer sur soi-même en se disant, ok, voilà ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peu de chances que ça continue de fonctionner comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut se reconstruire d'une certaine manière, puis, au final, qui est gagnant à la fin? Ça va toujours être les populations que vous desservez. Puis, comme tu le dis, on peut les appeler de tous les noms possibles, population vulnérable, population de demande, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un impact réel. Puis moi, je trouve ça super pertinent que tu nous montres à quel point toutes ces ramifications qui sont développées depuis le 2020, j'ai l'impression, à quel point ça a un impact aujourd'hui. Donc, si je te pose la question, en termes de chiffres, ça représente combien de personnes, globalement? globalement, donc en termes de vélos, je pense qu'il y a plus de 75 000 vélos qui sont passés chez nous, donc revalorisés. Donc tu peux, c'est 75 000 vies ou plus si on considère qu'il y en a plus. Mais si tu considères plus des années comme cette année, on va dire qu'on a revalorisé à peu près 2000 vélos. On a les travailleurs migrants, c'est à peu près 300 par année. Euh, des vélos, on a distribué des vélos à des enfants, on distribue plus d'une centaine de vélos à des enfants. C'est l'idée de distribuer le premier vélo aussi, on le voit, beaucoup de gens, c'est le souvenir du premier vélo qui est important. Parce que tu vois, on veut aussi favoriser l'accès au vélo, mais que ça soit quelque chose de plaisant, pas quelque chose de il faut que, d'éco-anxiété ou de je sais pas quoi. C'est cette notion de plaisir qui vient alors. Donc le souvenir du premier vélo, d'ailleurs on appelle ça petite roue, tu sais. On a je pense, des centaines ou des milliers d'heures de réparation dans des parcs. Pareil, ces heures de réparation dans les parcs, le but, c'est des prétextes pour créer du lien avec les gens, de venir se poser des questions, de s'interroger de comment développer la pratique. Et puis aussi, cette année, on a avec les écoles, ça doit être une centaine de jeunes, puis directement chez nous, une cinquantaine de jeunes au programme qu'on appelle Construis ton vélo, où des jeunes viennent apprendre à construire leur vélo. Des jeunes de quartiers défavorisés, souvent en plus avec des enjeux scolaires, où le but de construire ton vélo, en fait, il y a l'UQAM même qui est venu faire une étude là-dessus. En fait, on est dans des modèles de développement de l'adolescent. Développement de la confiance en soi, développement de ses compétences, lien aux autres. Ah bah oui. Donc, où là, encore une fois, le vélo est un prétexte. Tu vois, le but, c'est pas d'en faire des cyclistes en lycra ou des cyclistes à tout prix. C'est qu'ils prennent confiance dans leur capacité à trouver des solutions, à accéder à des ressources, quoi. Puis après, tant mieux si, quelque part, ils deviennent des ambassadeurs du vélo dans leur communauté, puis ça crée un autre récit autour du vélo. Ben oui. Donc, Ben oui, puis sans aller sur l'aspect politique, mais on s'en est parlé un petit peu hors caméra tantôt. Les pistes cyclables à Montréal, est-ce que au final, c'est vraiment tant un enjeu que ça, par rapport justement à tout le travail que tu fais de démocratisation du vélo? là, je vais aller sur opinion personnelle, mais
La piste cyclable en tant que telle, c'est sûr que, mettons, basiquement, c'est un bout d'asphalte. Donc, mais après, c'est à quoi ça sert? Et oui, la plupart, nous, des enquêtes qu'on fait, c'est que les gens nous disent l'enjeu de sécurité. Puis, tu sais, beaucoup, on travaille beaucoup avec des familles d'origine immigrante, vulnérables. C'est faire cette activité-là, il y a une grosse crainte de la sécurité des enfants. Donc, de sécuriser des pistes cyclables, en tout cas, des espaces qui s'appellent pistes cyclables, Ouais. est quand même une des réponses qui favorise beaucoup la pratique du vélo. Après, sur d'autres enjeux, tu sais, normalement, la plupart des pistes cyclables, il y a eu des études avant, notamment souvent des études de la santé publique. Euh, et aussi, par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a peu de pistes cyclables dans les quartiers défavorisés, tu vois. Et puis après, on peut avoir la notion de poule ou l'œuf. Tu sais, ouais, mais il n'y a pas autant de monde qui fait du vélo maintenant. Mais ça prend ces espaces sécuritaires pour faire du vélo. C'est pour donner envie aux gens de faire du vélo, en disant j'ai un espace pour pouvoir en faire sans risquer de me prendre une voiture. Parce que c'est quand même la perception de sécurité, un des premiers facteurs, une des barrières principales de la pratique du vélo, quoi. Donc, Wow. et en même temps, c'est des coûts très élevés de créer des infrastructures. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaie d'accompagner comment tu choisis un trajet sécuritaire, tu sais, qui peut être aussi une ruelle apaisée, une ruelle, tu sais, tu peux essayer d'avoir d'autres chemins. Tu sais, on essaie d'emmener les gens justement dans des balades. Comment tu découvres ton quartier, comment tu découvres d'autres chemins, tu sais, de comment tu facilites des choix, quoi. Ouais. Mais si on va sur cet aspect, puis moi, ça m'impressionne grandement tout ce que tu me nommes là, parce que moi-même qui viens d'un quartier défavorisé en France, et j'aurais adoré avoir quelqu'un qui me montre comment monter un vélo, comment gérer un vélo. On avait tous des vélos à l'époque, puis et ça nous aurait fait du bien. Puis comme tu le dis, ça vient travailler tellement d'aspects sur le développement, que ce soit de l'enfant, même jeune, à l'adolescent qui passe à l'âge adulte, à des personnes immigrantes. Moi, quand je suis arrivé au Québec, pareil, un des plus premiers achats que j'ai fait à Montréal, c'était un vélo. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis fait voler, mais n'empêche que d'avoir eu accès, si j'avais eu accès à ces différents aspects, différents moyens, et que là, il y aurait eu peut-être d'autres choses, d'autres opportunités qui auraient pu s'ouvrir. Et je trouve ça hyper pertinent. Puis merci de venir aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Mais Ouais. c'est sûr que si on le met d'une manière différente, pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est que le vélo, ça te permet de découvrir de nouveaux horizons. Puis c'est ça aussi, quand tu es dans des milieux plus défavorisés, c'est que ton horizon, il est beaucoup plus limité. Donc, c'est que ça crée même une forme d'immobilisme parce que tu peux pas voir d'autres choses. Donc, c'est que le vélo, là, il peut t'offrir de nouveaux horizons. Et c'est un outil, hein, c'est pas une solution magique. Mais... Enfin, en soi. Mais tu vois, moi, c'est là où je trouve ça pertinent, c'est que depuis que je suis arrivé à Montréal, les personnes que je rencontre qui sont là depuis très longtemps ou qui sont nées ici, il y en a quand même un bon nombre qui sont peut-être qui sortent très rarement de leur quartier. Exemple, moi je reste dans Hochelaga, tous mes voisins, je leur demande est-ce que vous êtes déjà allé dans NDG par exemple? Jamais. Saint-Michel? Jamais. Rosemont, à la limite. Plateau, sûrement. Et tu vois, quand on finit avec les jeunes, là, quand on fait construire ton vélo, donc en plus, ce format-là de construire ton vélo, c'est dans la journée. Toute la journée, ils sont pairés avec un mentor. Donc, toute la journée, il y a quelqu'un qui passe le temps avec eux, justement, de l'accompagnement pour la confiance en soi. Wow. Tu vois, le midi, on mange de la pizza. Cool. Et la fin de la journée, on va faire une balade de découverte. Et ce qui arrive, on demande aux jeunes où ils veulent aller. Puis ça arrive souvent, c'est le Mont-Royal. Ils sont jamais allés au Mont-Royal. C'est vrai, hein? C'est fou! Et donc... Mais là, tu sais, je sais pas si tu vois leur sentiment de fierté, puis le monde qui s'ouvre à eux, d'être allé en vélo au Mont-Royal, d'arriver sur le Belvédère. La vue tu vois, la notion d'horizon nouveau, là, elle est complètement différente que quand tu es dans Saint-Michel, un quartier qui a été développé dans les années 60-70, que c'est juste un quartier automobile, que tu as un peu de mal à trouver des arbres. J'imagine que c'est un peu ça. Hein, donc là, que tu montes au travers des arbres, tu lèves le regard, tu vois le fleuve, tu vois des reliefs au fond. Tu vois, c'est pour ça aussi que le vélo, quoi. Donc, incroyable. Puis tu le disais, puis tu le disais à juste titre, vous êtes les penseurs, vous mettez tout ça en comment dire, architecturellement parlant, vous gérez ces projets-là, ces programmes-là, mais vous travaillez avec les techniciens, avec des organismes communautaires qui sont au contact direct de ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-unes avec qui vous travaillez vraiment bien en ce moment? Donc, en organisme communautaire de terrain, tu sais, à Côte-des-Neiges, il y a le Baobab familial, il y a Parents engagés pour la petite enfance.
Alors, je me sens mal parce que j'en oubliais forcément des gens. Quelques-uns. Parce que je pense qu'on a plus d'une centaine de partenaires avec qui on collabore. Wow. Tu vois. Donc, il y a ça, tu sais. Donc, ça, c'est donc au Des-Neiges, à Québec, il y a plein d'organismes. Tu sais, il y a Centraide Basseville, Mhm. il y en a plus d'une vingtaine dans la ville de Québec. Tu sais, des organismes de défense des travailleurs migrants, pareil, il y en a plus Ouais. d'une vingtaine, tu vois. Donc, il y en a un qui est super à Portneuf, là, qui est. Parce que je me suis souvenir de leur nom, tu vois, forcément à l'instant présent, là, qui est quand même qui est super. Il y a nos partenaires à l'international, c'est École de la jeunesse, Terre des jeunes. Les programmes Construis ton vélo, on travaille là, tu sais, avec des organismes de quartier, Mhm. Maison d'Haïti, Centre La Salien. On travaille aussi avec des écoles, l'école Louis-Joseph Papineau, l'école Lado-Versière. Ok, ouais, Euh, vous avez quand même des partenariats vraiment où tu me dis, vous êtes à environ combien de partenaires? Si je calcule des gens avec qui on a déjà mis des choses en place, on doit être à plus d'une centaine. Ouais. Wow. Euh, et puis des besoins, tu sais, je veux dire, les besoins de vélo, que ce soit. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des lettres de besoins de vélo à l'international ou au Québec, tu vois. Mm. Donc, Même au Québec. ah ouais, au Même au Québec Québec, aussi. ouais. Tu sais, c'est même un sujet. Tiens, moi, je trouve ça comme le modèle à Québec, c'est de récupérer des vélos, d'avoir des gens, en tout cas, des vélos usagés. Il y en a partout au Québec. On refuse des vélos dans les écocentres. Là, il y en Mm. a. À Longueuil, il y en a plus de 1000 qui attendent. Hein. Ah ouais. À Québec, nous, on a une entente avec 2 des 5 éco-centres. Il y en a un sixième qui vient d'ouvrir, puis personne ne veut les récupérer. Tu sais. Ouais, mais c'est parce que personne n'a de financement pour ça non plus. Aussi. Quoi. Donc, des vélos usagés, je pense qu'il y en a partout au Québec. Tu sais. Des gens, là, nous, on a beaucoup de bénévoles sur la revalorisation des vélos, ce qui nous disent, bah, c'est concret, j'apprends. Et puis, c'est une utilité concrète aussi, quoi. C'est Et puis, fou. c'est sympa de me retrouver dans un endroit avec d'autres mondes et puis de papoter, de prendre un café. Tu sais. Il y a ça, puis des gens qui ont besoin des vélos partout au Québec. Donc, tu vois, le modèle qu'on a un peu avec la ville de Québec, j'aimerais pouvoir le dupliquer, tu vois, pour pouvoir. Et le rôle de revalorisation des vélos, et le rôle de l'impact du vélo, et puis qu'est-ce que ça gère aussi pour les bénévoles, quoi. Mm. Wow. Ça génère, pardon. Mm. Wow. Ben c'est quand même beaucoup. Puis, mettons, avec tout l'impact que tu as, avec tout ce que vous faites, toutes les ramifications, les partenariats, est-ce que vous rencontrez en tant qu'organisation des freins? Des freins au développement, des freins, qu'est-ce qui vous empêche en ce moment d'aller plus loin? Bah, il y a des freins très pratiques dans le sens, bah, beaucoup de nos projets, il y a besoin de compétences en mécanique vélo, Ouais. qui est une compétence qui est difficilement accessible. Puis on a besoin de la mécanique et de la pédagogie. Il ne suffit pas quelqu'un qui soit méga compétent, mais qui soit pédagogique aussi. Ça. Donc c'est une compétence rare sur le marché aujourd'hui, donc ça nous empêche de dupliquer nos projets avec une saisonnalité très courte. C'est vrai, hein? Et, puis, tu vois, j'étais à Bordeaux pour le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire il y a un mois. Je suis allé voir des gens là-haut qui font des choses similaires. Bah, ils fonctionnent toute l'année. Donc, C'est différent. puis c'est que nous, du coup, ça fait des gros coûts de loyer, tu sais, d'entreposer l'équipement. Donc la logistique qui est un coût aussi, alors qu'on n'a aucun financement pour ça. Pareil, on a dans les freins, on n'a aucun financement récurrent. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Je ne sais jamais si dans 6 mois, je vais avoir un travail. Tu sais. Wow. Donc, on essaie de construire avec parfois le côté de survie en même temps. Quoi, tu vois. Beaucoup de débrouillard, j'ai l'impression. Ouais, mais tu sais, donc c'est une de nos forces. Tu vois, ça en fait une force. On peut rien s'asseoir sur rien, mais il y a un moment aussi, comment on se projette pour pouvoir construire des projets qu'on va pouvoir dupliquer aussi. Mm-hmm. Donc, même là, tu vois, on est en train de travailler sur une vision 2030. Alors qu'en même temps, je ne sais même pas si en avril, j'ai de l'argent. Mais ça te prend quand même cette forme d'ambition-là pour pouvoir construire, parce que sinon, tu es tout le temps dans un sentiment d'étouffement. Ouais. Donc, tu vois, il y a ces paradoxes-là qui peuvent être des formes de freins. Mais c'est pas rien. Puis, je voulais te poser aussi cette question-là. Mettons, je te le souhaite vraiment pas, mettons là, dans 6 mois, tous les financements que vous avez, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mettons que vous perdez tous vos financements et que vous n'avez plus la capacité financière de remplir la mission. Ça va laisser combien de personnes, comme on dit, sur le carreau? Autant d'employés que de bénévoles, que de personnes, justement, avec qui vous travaillez en ce moment-là. Employés, on est 10, puis on pourrait être plus. Les bénévoles, on a 120 bénévoles. Après, tu sais, il y a des bénévoles, ça va être par exemple une collecte chaque année de vélo. Il y en a, ça fait plus de 20 ans qu'ils organisent la collecte de vélo. On en a, c'est toutes les semaines.
Donc, tu sais, c'est pas tout le même, même type d'investissement, Mhm. mais ça fait quand même plus de 120 personnes. Quand même. Bah, nos partenaires, tu vois, il y a au moins 50 partenaires par année. Et puis, bah, si tu calcules le nombre de personnes qu'on touche, ouais, 2000 personnes, plus on continue au Togo d'envoyer des vélos, En même si on n'a plus, plus de financement, waouh. j'essaie de me débrouiller avec notre partenaire. Puis que, tu vois, il m'a écrit encore le dernier coup et c'est comme il dit, Monsieur Rémy, il faut vraiment qu'on continue, ça nourrit beaucoup de bouches ici. Tu sais. Donc, il y a Euh, un impact réel, quoi. C'est pas juste on imagine que ça va toucher tant de personnes. Non, non. C'est que si vous arrêtez demain, il va y avoir un effet autant sur la ville, sur la région Québec, puis aussi à l'international. ah Donc ouais. c'est comme pas rien. Et puis, ouais, puis si tu as un truc plus tangible, en plus, ça fait encore plus de vélos à gérer dans les écocentres ou dans les. En plus, ça ferait d'autres écocentres qui savent plus quoi faire de leur vélo. Ouais. Incroyable. Puis de la ferraille, tu sais, si tu vas jusque-là, c'est dommage. Tu sais, on parle de. Bah, on fait aussi de l'économie circulaire. Tu sais, on Ouais. faisait de l'économie circulaire depuis 25 ans, hein, avant que ça soit un mot à la mode, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi. Bah, c'est dommage. Tu as extrait des ressources que tu vas renvoyer au métal au lieu de pouvoir juste les revaloriser puis leur donner une 2, 3, 4, 5e vie, quoi. Ouais. Donc ça implique déjà des coûts. Parce qu'en plus, qui va les absorber, ces coûts-là, si vous êtes plus là? C'est ça. Et en même temps, bah, je sais pas si je digresse là, mais ce qui est Mhm. compliqué, c'est que revaloriser des vélos, ça coûte pas rien. Parce que ton coût de logistique, ton coût d'entreposage, ton coût de racheter des équipements, ton coût de former des bénévoles, si tu compares ça face à des solutions extractivistes où tu n'as pas le coût environnemental et social, donc tu vas acheter un vélo de piètre qualité dans une grande chaîne, mais que Ouais. tu ne répares pas, tu ne compares pas la même chose que nous, il y a des bénéfices environnementaux et Ouais, ouais. sociaux. Et malheureusement, un coût économique à court terme, ça coûte plus cher de réparer que de jeter, quoi. À court terme. Bah, puis Ouais. sans voir Ouais, ouais. d'impact environnemental et social, oui, Non, mais en même temps, c'est là où bon, on rentre un peu dans de la technicité, mais c'est là aussi où je trouve que c'est important. C'est que maintenant, ces coûts environnementaux, puis ces coûts sociaux, on peut plus réellement les mettre de côté. On peut plus se faire ce calcul de se dire, ben oui, c'est vrai que ben, ça, à proprement dit, ça coûterait plus cher de revaloriser versus ben, renvoyer à la ferraille, mais en même temps, ça crée tellement d'autres choses que moi je trouve ça fou qu'on prenne pas en compte dans le calcul global aujourd'hui. Mais bon, c'est une opinion bien personnelle. Continuons sur l'aspect, ben justement, aujourd'hui, Cyclo Nord-Sud, c'est quoi vos projets? ben, moi, ce que j'aimerais beaucoup, tu vois, c'est qu'on puisse justement structurer nos projets de manière à pouvoir les dupliquer, les transférer, que d'autres gens puissent se l'accaparer, tu vois, justement. D'une part, parce que Cycle Nord-Sud est fragile, donc c'est dommage que si le jour on disparaisse, tout disparaisse. Ouais. Puis aussi, bah, il y a un potentiel incroyable, que ce soit au Québec ou ailleurs. Puis on va pas aller se promener aux quatre coins du Québec, ça serait ridicule en termes d'impact environnemental et de coûts Mhm. financiers même. Donc, comment on arrive à structurer des projets pour pouvoir les transférer? Puis, notamment, est-ce que même à un moment, on peut faire des choses de former des formateurs? Tu sais, le programme Construis ton vélo, je pense que c'est un potentiel incroyable. Tu sais, là, on a fait des cohortes en fin d'année, c'était que des filles, quoi. Puis, Ah. tu vois, les filles, je veux dire, elles réussissent au moins aussi bien. Tu vois, la mécanique vélo, ça n'a pas besoin d'être genré, quoi. Mhm. Oh, je suis sûr qu'elle réussissent mieux même. Bah, nous, le formateur au Togo nous le disait de cette manière-là. Il dit, bah, les filles, elles font bien plus attention, elles sont meilleures que les Ben garçons. Tu oui. vois. Ben oui. Donc, et puis, parenthèse, tu vois, avec le partenaire, l'école Lado-Versière, justement, il y Ouais. a 2 filles qui viennent là et qui ont eu un prix du ministère de l'Éducation du Québec, justement, pour cet engagement-là et le côté-là de venir faire de la mécanique vélo. Et tu vois, je leur demandais, bah, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, de faire ça? Puis ils disaient, ah, bah, moi, ça me détend. Donc, tu vois, qui n'est pas nécessairement le côté masculin de je veux comprendre, je veux Ouais. maîtriser, là, qui est, ah tiens, tu vois, on voit même pas que ça se trouve, pour ces adolescentes-là, ça joue un rôle de santé mentale, puis que Et là, oui. elles viennent se détendre en réparant des vélos. Je pense qu'elles ont dit ça me relaxe plutôt que ça me détend, mais plutôt que d'être sur un téléphone ou autre chose, tu vois, Ouais. Complètement. Puis on est sur quelque chose aussi de concret. de tangible. Puis là, il y a quand même le côté, tout l'intangible, de prendre confiance en ses capacités. Parce que je me dis, si ces jeunes-là, ils se sentent capables de réparer un vélo, puis aujourd'hui, tu sais, sur Internet, tu trouves tout ce que tu veux en termes de méthodes, Ben oui. d'accompagnement. Tu ne trouves pas les outils même physiques, mais tu trouves le reste. Donc, ces jeunes-là, elles vont être capables de trouver des ressources dans leur vie plus tard, tu vois, Mhm. et de se débrouiller, tu vois. Wow. Donc, Wow. Donc,
Donc, Le projet en ce moment, ça serait vraiment d'essayer de... développer construis ton vélo, de pouvoir aussi continuer quand même travailleur migrant, de pouvoir continuer à accompagner les gens dans l'autonomie de ces projets-là. Mhm. Et puis oui, aussi ce qu'on développe beaucoup avec Vélorussion, donc, qui est comment on accompagne les acteurs locaux à développer la culture vélo dans leur territoire. Ok. Puis ce qu'on a vu, ce qui est quand même important, c'est d'avoir des champions locaux, c'est aussi d'être conscient des enjeux qu'on a. Donc là, ce qu'on a développé, ce qu'on a quand même mis en place, c'est des laboratoires d'intelligence collective. On va réunir différents acteurs locaux. Idéalement, on aimerait même qu'il y ait des gens qui soient contre le vélo, des gens, des entreprises aussi, pour un moment décider ensemble c'est quoi les enjeux qu'on veut adresser, prendre du recul créatif, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, tu vois. Et puis des petits pas ensemble. Mhm. Ok, donc ça vient vraiment plus aller sur une démarche complètement citoyenne, mais Ouais. complémentaire de tout ce qui se fait. Ouais, puis si je le regarde du côté plus théorique, tu sais, dans les modèles du changement, Ouais. c'est ce qu'ils appellent la phase de dégel et de mobilisation, tu vois, avant de mettre en place des activités. Et puis qu'à terme, dans quelques années, j'aimerais qu'il y ait toutes les phases de comment on maintient ce changement-là. Tu vois. Ok. Mais bon, donc... Mais est-ce que, puis là je vous pose la question parce que ça me pop comme ça, est-ce que vous avez réussi à chiffrer? Vous auriez besoin de combien? Que ça soit en termes de bénévoles, en termes financiers, vous aurez besoin de combien pour que ces projets-là, que tout ce que vous proposez aujourd'hui, ça se fasse dans d'autres communautés, dans d'autres villes, dans d'autres... géographiquement parlant. Je sais que c'est pas facile, hein. C'est vraiment un exercice pas évident. Ouais, c'est pas facile, mais je me dis, tu sais, si on avait un budget déjà de 1 million par année, on pourrait déjà construire des choses, quoi. Donc déjà, un budget d'1 million à Montréal, ça serait suffisant pour... Bah, à Montréal, non, mais on fait déjà, même ça, on fait quand même des choses à Québec, plus Ouais. nos projets de travailleurs migrants, ouais, tu sais, mais de aussi, avec cette saisonnalité-là, comment on arrive à dédier de l'espace pour construire, tester, tu vois. Du fait Ah oui. qu'aussi, nos financements, il faut qu'on livre, tu vois, l'espace de test, d'amélioration, on l'a, mais il est quand même limité, quoi. Mhm. Donc, parce que pour moi, l'important, il n'y a pas de solution magique. On est en train d'essayer, on teste les Oui. choses, donc c'est tout le temps de l'amélioration, quoi. Parce que le but, c'est pas de mettre en place ceci, c'est d'apporter des réponses qui sont pertinentes pour le terrain et qui vont avoir de l'impact pour les bénéficiaires, quoi. Voilà. Ouais, c'est pareil. Donc ça prend de l'essai-erreur aussi, quoi. Donc, mais oui, avec ça, je me dis comment on arrive à construire un cadre, construis ton vélo, qu'on arrive à dupliquer, comment on arrive à construire des contenus pédagogiques de base que des gens pourraient aussi se débrouiller sur de la mécanique vélo à Rimouski ou à Mhm. Gaspé, tu vois. Donc, Mhm. Ah, c'est vraiment des beaux projets. Puis je crois que vous êtes en train de faire une levée de fonds en ce moment, ou elle va commencer. elle a commencé mardi, c'était mardi, je donne, il y a 2 jours, là, Ah, donc début décembre, ouais. ok, début décembre. Donc une levée de fonds existe. On va mettre tous les liens dans la vidéo, puis même dans les différentes plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours d'autres? Bah, C'est déjà pas mal, hein. ouais, c'est pas mal, mais aussi, on travaille, tu vois, j'essaie aussi beaucoup de travailler. On est quand même dans des environnements où le but, c'est de mesurer Ouais. ce qu'on fait, ce qui fonctionne, puis ce Mhm. qui ne fonctionne pas. Pour s'améliorer, il faut connaître l'impact. Puis nous, on n'est pas des experts d'impact. Donc, tu vois, on travaille beaucoup avec des universités. Donc, on a travaillé beaucoup avec la chaire de mobilité active de McGill, Mhm. avec HEC, avec Polytechnique. Puis là, on a fait une demande de financement qu'on attend la réponse depuis 6 mois, tu vois, avec l'Observatoire québécois des inégalités, Oh, où ouais. l'idée, c'est justement essayer de mesurer en quoi le vélo réduit les inégalités. Mais on en attend de ce financement, là, mais bref, Ce pour moi, serait ça serait vraiment important, tu vois, de ramener ça. Et puis après, c'est quand même des sauts sur pour les bailleurs de fonds. Oui, ça a un impact. Quelqu'un que j'ai oublié, qu'on travaille beaucoup avec aussi, l'Université du Québec à Montréal, le Ouais. laboratoire d'activité physique. Et puis, tu vois, eux, il y a une chaire de l'UNESCO aussi, sport, développement et paix, qui vient de faire une étude sur notre impact au Togo Ouais. et qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, quoi. Ah bah je vais être pressé de la lire, cette étude. Elle est fou intéressant. Donc, tu vois, puis ça revient aussi toujours à la même chose, essayer de travailler avec du monde ensemble, de voir quels sont les partenaires, les compétences de chacun et des gens qui ont envie de travailler dans ces projets-là. Donc, Mhm. Donc ça prend bien des histoires, bien des affaires. C'est pas que de l'aspect financier, c'est aussi d'avoir des réponses de demandes auxquelles vous avez faites il y a plus de 6 mois. C'est aussi des bénévoles, des gens qui sont capables de donner de leur temps, de leurs compétences, de leur pédagogie. Pour ceux qui en ont, je vous pousse à rentrer en contact avec Rémi. Et pour
La dernière question qui est non des moindres, avec tous ces projets, toutes ces ramifications, tous les gens sur lesquels vous avez de l'impact. Tu me dis, vous êtes une dizaine de personnes. Vous pourriez être beaucoup plus, mais vous vous débrouillez à 10 personnes. Donc déjà, pour ça, je vous tire mon chapeau. Avec tout ça, chez Cyclo Nord Sud, comment vous faites pour prendre soin de vous? Il y a des aspects, comment dire, déjà très terre à terre, tu sais, que tous les lundis, tous les 15 jours, il y a les réunions d'équipe, on Ouais. vient de nommer nos priorités, nos enjeux, si on a besoin d'aide. Tous les autres lundis de 15 jours, on fait ce qu'on appelle un team building, mais tu sais, donc c'est plus on vient parler d'un sujet important. Et il y a aussi, pour moi, tu sais, tout le monde qui est chez Cyclo Nord Sud est méga engagé. Tu sais, j'ai aucun enjeu d'engagement. C'est beau. Au contraire, tu sais, on est très aussi engagé, mais des fois, comment on écoute nos limites, c'est Ouais. comment ça. Et donc, un des outils, c'est la communication non violente, mais que le mot est plus dialogue authentique. Moi, j'aime mieux. Puis que la dialogue authentique, en gros, la notion, c'est pour créer du dialogue, qu'il y ait une logique, créer une logique à deux, ça prend de l'expression et de l'écoute. Donc, c'est d'outiller mes collaborateurs à la communication non violente. Donc, je demande à tout le monde de suivre la formation de base de 2 jours en communication non violente pour pouvoir justement être en mesure de nommer ses limites et d'écouter les autres aussi, quoi. Donc, c'est pas parfait, mais c'est aussi un outil justement pour moi de prendre soin. Tiens. Ben, ça vaut pas mal bien des team building qui existent sur cette planète. Juste 2 jours de formation, ça peut aider grandement sur du long terme. Puis tu vois, là, on sort d'un lac à l'épaule chaque année, d'un lac à l'épaule qu'on fait où 2 jours, on va dans un chalet, machin. Et chaque année, le sujet qu'on fait, tu sais, c'est pas le lac à l'épaule, forcément, stratégie ou tout ça, mais on construit chaque année des ateliers autour de sujets du moment, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, il y avait eu quelques mouvements dans l'équipe, donc on a vraiment travaillé la collaboration pendant 2 jours, quoi. Okay. Donc, qui est aussi des formes de... Puis tu vois, un des exercices, c'était sur certains sujets, chacun s'exprime dans mon univers, ceci est important, dans mon univers, ceci, cela. C'est comme là, est-ce que dans mon univers, le silence, c'est de l'engagement ou dans mon univers, le silence, c'est du désengagement, quoi. Donc, ça ouvre la conversation, en tout cas, autour exactement. de ça. Il n'y a pas de réponse parfaite. Donc voilà, il y a beaucoup, c'est une approche qui tourne autour de ça, quoi. Good. Puis, si je me permets, Rémi, toi, là-dedans. Toi, en tant que directeur, avec tout le travail que tu as à faire, tout ce que tu fais déjà, comment tu fais pour toi-même prendre soin de toi? Essayer aussi d'utiliser la CNV, justement de demander, par exemple, de pouvoir faire des demandes là à mes collègues, s'ils voient qu'il y a des moments, qu'il y a des choses qui dépassent, de venir me le nommer. Et puis, tu sais, pour être transparent, c'est vrai que tu vois, ça fait 6 ans que je suis là. Tous les ans, c'est la même chose. En fin d'année, l'inquiétude de la finance, des finances qui arrivent après. Tu sais, je me dis, mais combien de temps je vais réussir à tenir avec ce niveau-là d'incertitude? Puis d'avoir la responsabilité envers les administrateurs, les membres, les bénévoles, les employés, les partenaires. Tu sais. Donc, il y a tout ce questionnement-là. Donc, aussi, j'ai la chance quand même d'avoir accès à certains espaces, à la maison des leaders ou avec des gens, de prendre des espaces de recul de temps en temps. Puis, tu sais, vraiment, la notion, avec le jeu de mots, c'est plus j'ai le sentiment que j'ai la tête dans le guidon, plus c'est le moment de mettre le pied à terre, quoi. C'est une belle image, hein? Ouais, oui, mais c'est pas ça, c'est appliqué. Puis oui, il y a quand même quelque chose aussi... en août 2024, je tombe à vélo, un truc sur la tête. Puis tu te dis, un peu de maux de tête, ça va, mais tu continues. Tu vas à l'hôpital, ils disent, bon, vous avez une commotion, mais ces commotions, ça reste très... C'est vague. Ouais, exact. Il dit, je peux continuer, puis tu dures plusieurs mois jusqu'à ce que le maux de tête commence à devenir des points tous les jours dans la tête, là. Ouais. Un étau. Et donc, tu te dis, là, je vais m'arrêter, tu vois. Je vais m'arrêter progressivement. Puis finalement, c'est quand même compliqué. Tu t'arrêtes. Puis t'arrêtes pas vraiment, quoi. Il y a quand même, tu as toujours des sujets latents. Donc, un petit coup de fil de temps en temps, tout ça. Puis là, après, tu vois qu'il y a l'équipe fonctionnelle. Il y a des gens, tu sais, qui sont super. Le président du CA était super là-dedans. Et en même temps, c'est quand même les enjeux d'une petite organisation. Quand un individu est absent, ça crée tout de suite plus d'impact. Puis tu te dis, je reviens progressivement. Mais finalement, tu sais, progressivement, quand on a beau te dire, tu sais, je travaille à mi-temps, tout juste les matins,
quand tu quittes le bureau ou ton boulot, c'est pas vrai que les idées, elles s'arrêtent, quoi. Mais c'est bien, c'est important de le nommer, je trouve. Tu sais, c'est pas... C'est une fausse croyance. C'est pas j'ai fini de faire mon ménage, j'arrête, quoi. Tu vois. Donc tout ça et que finalement, je suis revenu, mais avec de la fatigue et puis moins de patience. Donc, tu sais, je voulais être présent pour l'équipe, mais ça n'a pas eu que des effets positifs, quoi. Donc on dirait aussi d'avoir un peu cette expérience-là, d'avoir été pendant 9 mois à 30%. Tu sais, même aujourd'hui, je m'estime à 80%, pas à 100%. On dirait que c'est aussi comme une vigilance avant de commencer à glisser rapidement dans des zones inadéquates. Tu sais, c'est que j'ai pas la marge de manœuvre d'aller trop loin, quoi. Donc, que c'est un mal pour un bien, quoi. Donc voilà, quoi. Puis quand même, le vélo, d'aller en vélo tous les jours au travail, je pense que ça met de l'espace dans les idées quand même, plutôt que d'être juste derrière son ordinateur tous les jours. Et puis d'avoir une équipe, je me sens vraiment choyé de l'équipe que j'ai, des bénévoles, du CA, tu sais, donc des gens qui aussi vont être capables de venir me voir avec bienveillance. Tu sais, c'est ça aussi, tu vois, pour moi, c'est important de créer une équipe pour s'il y a quelqu'un à un moment qui glisse, que ça soit confiance dans le groupe pour pouvoir se tenir ensemble, quoi. T'en as eu des collègues qui sont venus te voir pour dire justement t'aider à poser une limite parce que ouais. On va le remercier, cette collègue ou ce collègue. Il y en a eu plusieurs. C'est important, c'est important. Écoute Rémi, voici la fin de ce podcast. Merci grandement d'avoir participé à cet épisode de Calme-toi, les OBNL changent le monde. Puis je pense que tu l'as bien montré à quel point on peut être une petite OBNL, mais avoir une manière de changer le monde, même à l'international. Donc merci beaucoup, puis à bientôt. Puis merci à toi. Puis si je peux dire un dernier mot, tu sais, pour moi, ce qui est important aussi, c'est que le vélo, c'est un outil de créer du lien. Ouais. C'est pour tisser des liens, pour rassembler. Donc, j'ai envie d'inviter les gens, tu sais, à venir passer nous voir. Tu sais, on est 87, 17, 8e avenue, derrière le Cirque du Soleil dans Saint-Michel. Oui. Venez nous voir, venez échanger, venez découvrir, parce que c'est surtout ça qui est important pour moi. Si on veut construire un avenir différent, c'est important qu'il y ait du lien entre les gens, quoi. Okay, on va mettre l'adresse exactement. Merci Rémi de ce partage-là. On va venir te voir avec grand plaisir. Puis j'incite toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui le regardent à venir te voir. Passe une belle journée et à très vite Rémi.